Un expert chinois dit que Pékin trace son chemin vers le premier rang mondial à travers le plagiat. Aujourd'hui, il utilise sa position et maintient un comportement agressif face à l'Occident. La démocratie de Hong Kong s'est quasiment éteinte, ceci après que Pékin a réduit l'opposition dans le système électoral de la ville. Un moment historique pour Taïwan. Pour la première fois en 42 ans, un ambassadeur américain visite l'île. Et la Chine déclare qu'elle pourrait accepter une visite des Nations Unies dans sa région du Xinjiang. Mais elle ajoute qu'elle n'autorisera pas d'enquête sur les violations à l'encontre de la minorité ethnique ouïghour. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladan Huitens. Dans un discours, un professeur chinois révèle le raccourci du régime communiste chinois vers la réussite économique. Et une grande partie de ce raccourci consiste à utiliser les entreprises occidentales à l'avantage du PCC. Les remarques d'un professeur chinois attirent l'attention en ligne. Dans un discours, il a vanté les techniques utilisées par le régime chinois pour devancer l'économie occidentale. Looking back, we did only one thing for the past 4 decades. That is copying. We copied our way to the world's front row. We plagiarized barbarically. We copied wildly. What intellectual property? What patented technology? We'll get it first and deal with it later. Zhang est un professeur invité dans l'une des meilleures universités de Chine. C'est également un éminent expert en marketing. Il a déclaré que les efforts du régime pour voler l'innovation se sont arrêtés lorsque les États-Unis ont commencé à prendre note du vol. Mais entre-temps, la Chine est devenue l'une des plus grandes économies du monde. Il a ajouté que maintenant, il n'y a plus rien à copier. Le discours de Zhang a peut-être dépeint une image extrême à certains égards, car la Chine n'est pas devenue le leader dans tous les secteurs. Mais il a abordé un point important. Pour rejoindre les rangs des principales économies mondiales, le régime chinois a utilisé une tactique peu connue, échanger l'accès au marché contre la technologie. Dans les années 70, le régime a ouvert le marché chinois dans le cadre de réformes économiques, et il s'est appuyé sur les investissements et le savoir-faire étranger pour relancer son économie. We let foreigners in with their technology, cars, money, experience, and wisdom. Mais pour les entreprises occidentales, l'accès au marché chinois est assorti d'une condition. Les autorités chinoises exigent qu'elles concluent des partenariats avec des entreprises locales et qu'elles leur remettent leur technologie de base. De cette façon, les locaux peuvent éventuellement apprendre à les recréer eux-mêmes. Now 40 years have passed in the blink of an eye. We learned to do it ourselves. Looking back, the plant is ours. The equipment is ours. The technology, patents, products, market, and branding have all become ours. The foreigners are all gone. Le discours de Zhang a décrit les stratégies du régime en termes simples, voler, reproduire et remplacer. Après avoir réussi à reproduire les savoir-faire occidentaux, l'objectif du régime est de les remplacer sur le marché mondial. Le développement du train à grande vitesse en Chine en est un exemple. En 2005, Pékin s'est tourné vers les entreprises occidentales pour obtenir la technologie des trains à grande vitesse. Mais avant de faire une offre, les entreprises occidentales doivent signer des contrats qui transfèrent leur technologie aux entreprises chinoises. Cependant, ces conditions très strictes n'ont pas empêché les entreprises qui le souhaitaient de prendre part à l'immense marché chinois. Et des géants de l'industrie manufacturière comme Siemens et Alstom se sont joints à eux. Le régime a fini par acquérir leur technologie clé, et à la grande surprise de l'entreprise, le régime a commencé à poser des brevets de trains à grande vitesse à l'étranger en quelques années seulement. Cette initiative a transformé d'anciens partenaires en concurrents féroces. Et comme les entreprises chinoises sont soutenues par des subventions d'État, elles ont un avantage concurrentiel sur leurs homologues occidentaux. Un président honoraire de l'une des principales compagnies ferroviaires japonaises a déclaré un jour « Le train à grande vitesse japonais est le joyau du Japon. Le transfert de technologie vers la Chine a été une énorme erreur. » Les États-Unis ont tenté de mettre un terme à cette situation. L'administration Trump a lancé une guerre commerciale en 2018, en partie pour forcer le régime à cesser de tirer parti de l'accès au marché en échange de technologies. Il reste à voir comment l'administration Biden abordera la question. Les espoirs de démocratie à Hong Kong disparaissent alors que Pékin va de l'avant avec une réforme électorale. Les fidèles du Parti communiste pourraient potentiellement constituer 80% du principal organe législatif de Hong Kong. Nathan Law, militant pro-démocratie, affirme que la liberté est morte à Hong Kong. Son commentaire fait suite à de nouvelles modifications radicales du système électoral de Hong Kong imposé par Pékin. Ces changements donnent au Parti communiste chinois le contrôle absolu de presque tous les aspects du gouvernement de Hong Kong. Pour ce faire, Pékin a fait entrer des législateurs pro-Pékin considérés comme des patriotes au conseil législatif de la ville. Dans le cadre du nouveau système, 80% des sièges au conseil pourraient être désignés par le régime chinois, alors que seulement 20% sont élus par le peuple. Qui plus est, ces 20% devront encore être contrôlés pour attester de leur loyauté envers Pékin.
Cette décision a des conséquences importantes. En effet, le Conseil législatif de Hong Kong a compétence sur la chef de l'exécutif de la ville. Il nomme également les juges des tribunaux supérieurs de Hong Kong et décide des lois adoptées dans la ville. Nathan Law affirme que ces changements signifient qu'il n'y aura plus de voix de l'opposition au sein du Conseil. Un autre éminent militant pro-démocratie affirme que la Chine communiste a réussi à prendre le contrôle de Hong Kong. In this political system, in the electoral system, they may have won, they may have dominated, but they will never win the people's respect. Selon les médias d'État chinois, les changements ont été approuvés à l'unanimité par le Congrès national du peuple de Chine et signés par le chef du Parti communiste chinois Xi Jinping. Le Congrès national du peuple est le principal organe législatif de la Chine. Il est aussi largement accusé d'être un organe d'approbation automatique sous la direction de Xi Jinping. C'est un moment historique pour Taïwan. Pour la première fois en 42 ans, un ambassadeur américain s'est rendu à Taïwan. L'ambassadeur des États-Unis auprès de la nation insulaire du Pacifique de Palau, John Hennessy Nyland, est arrivé à Taipei avec le président de Palau dimanche dernier. C'est la première fois qu'un ambassadeur américain se rend à Taïwan depuis 1979. C'est à cette époque que le président Jimmy Carter avait coupé les liens diplomatiques avec Taipei en faveur de Pékin. Palau est l'un des 15 pays qui ont encore des liens diplomatiques officiels avec Taïwan et non avec Pékin. En 2018, l'ancien président Trump a approuvé le Taiwan Travel Act. Ce décret permet à des responsables américains de haut niveau de se rendre à Taipei. Selon un professeur de relations internationales d'une université de Taipei, la visite pourrait signaler que les États-Unis aideraient Taïwan et Palau à résister à la pression de Pékin. Le régime chinois a condamné la visite le jour suivant. Le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a averti que tout contact entre les États-Unis et Taïwan nuirait aux relations entre les États-Unis et la Chine. Lundi dernier, Pékin a envoyé 10 avions de guerre dans la zone aérienne de Taïwan dans un acte apparent d'agression. Le régime chinois revendique Taïwan comme son propre territoire. Taïwan a sa propre constitution, sa propre armée et sa propre monnaie. Pékin ne permet pas aux pays étrangers d'établir des relations diplomatiques avec Taipei et Pékin. Lundi dernier, le ministère des Affaires étrangères du régime chinois a déclaré qu'il accueillerait favorablement la visite de l'ONU dans la région chinoise du Xinjiang, mais à une condition, que l'ONU n'y mène pas d'enquête. Le ministère chinois des Affaires étrangères déclare « L'objectif de la visite est de promouvoir les échanges et la coopération entre les deux parties et non de mener une soi-disant enquête avec une présomption de culpabilité. » Cette visite intervient après que les Nations Unies ont mené ce qu'ils appellent des négociations sérieuses avec Pékin pour obtenir un accès sans restriction au Xinjiang. Selon le secrétaire général de l'ONU, la visite sera axée sur l'enquête sur les abus dont seraient victimes les musulmans ouïghours dans la région. Les experts de l'ONU estiment qu'environ 1 million de Ouïghours ont été détenus dans des camps au Xinjiang. Un rapport de l'ONU publié le mois dernier fait état d'abus tels que la détention arbitraire, des mauvais traitements, des violences sexuelles et du travail forcé. Les critiques sont sceptiques quant à l'utilité de la visite. Ils doutent que l'ONU ait un accès sans entrave à la Chine. La sécurité liée aux vaccins fabriqués en Chine est une fois de plus mise sous les projecteurs. De nouveaux rapports indiquent qu'un résident de Hong Kong, âgé de 80 ans, est mort 2 jours après avoir reçu un vaccin contre le virus fabriqué par la société chinoise de biotechnologie Sinovac. C'est le 3e jour consécutif où des décès sont signalés à Hong Kong, toujours à cause du vaccin. Au total, 12 personnes sont mortes jusqu'à présent. D'autres patients signalent des effets secondaires graves après avoir reçu le vaccin Sinovac, dont une paralysie faciale. Hong Kong a suspendu l'utilisation du vaccin Pfizer fin mars en raison d'un conditionnement défectueux. Pour l'instant, les résidents de Hong Kong n'ont accès qu'au vaccin Sinovac de fabrication chinoise. Malgré les rapports faisant état d'effets secondaires potentiellement mortels, un groupe vulnérable est toujours contraint de se faire vacciner. Les femmes enceintes n'ont pas été épargnées par le mandat de vaccination forcée de la Chine. Le régime affirme que la vaccination est volontaire et n'est pas exigée par la loi. Mais un certain nombre d'autorités locales semblent considérer la vaccination du public comme une tâche politique nécessaire. Les fonctionnaires ont déjà ordonné que tout le personnel des institutions et des écoles publiques soit vacciné. Et ils ne font aucune exception pour les femmes enceintes. Même si des avertissements concernant les vaccins leur recommandent vivement de ne pas se faire vacciner. Aujourd'hui, les gens racontent leur histoire en ligne. Certains témoignages décrivent des femmes qui ont été contraintes de mettre en attente leur projet de fonder une famille pour pouvoir se faire vacciner. Si elles refusent, elles risquent de perdre leur emploi. En Chine, de nombreuses femmes travaillant dans des institutions publiques doivent obtenir l'autorisation de leur lieu de travail avant de tomber enceinte. Les rapports indiquent également que les femmes qui continuent d'allaiter leurs enfants doivent aussi se faire vacciner.
Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants. Orange, canal 548, Free, canal 799, SFR, canal 921 et Bouygues, canal 802. La première diffusion est programmée à 20 h, avec une rediffusion le lendemain à 13 h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.